L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Hubert Védrine, rebonjour. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice vont à Bruxelles pour tenter de régler les problèmes qui se posent à notre communauté actuellement. Est-ce que vous reprendriez cette formule qui est un peu celle de beaucoup de responsables politiques? C'est l'Europe, le cœur de l'Europe qui a été touché. Oh, c'est un peu grandiloquent, c'est pas parce qu'il y a eu des attentats à Bruxelles que les auteurs des attentats vivent l'Europe dans ses symboles. C'est peut-être lié aux attentats de Paris, c'est peut-être une réaction immédiate à l'arrestation d'Abdeslam, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de base arrière sûre à Bruxelles. Et comme il y avait une sorte de tolérance ou de complaisance ou d'inefficacité depuis très très longtemps, puisque des attentats depuis l'assassinat du commandant Massoud en Afghanistan avaient été conçus, vous voyez, 2001, depuis Bruxelles. Donc peut-être que leur base arrière... En fait, c'est peut-être simplement une réaction, fut-elle tragique, et non pas un projet d'attentat anti-européen. C'est peut-être les deux, non pas anti-européen en tant que tel. C'est vraiment toujours le nombrilisme un peu exagéré dans l'océan de déclarations qui est suscité par n'importe laquelle de ces tragédies. Je ne crois pas, c'est peut-être simplement un réseau qui avait prévu de faire quelque chose d'autre et que sa base arrière étant détruite se venge immédiatement, ou alors il y avait un projet à Bruxelles, mais il y a eu aussi des attentats à Londres, il y a eu des attentats il y a quelques années à Anvers, à Madrid, etc. De toute façon, cette exagération du commentaire, cette espèce d'hypertrophie du débat un peu fébrile et logorique, à chaque fois. C'est normal, on est bouleversé. Je sais pas si c'est normal, parce que c'est un de leurs buts aussi en même temps. Les auteurs d'attentats, ils veulent que l'ensemble de la sphère occidentale ou européenne médiatico-politique soit totalement... Verse dans l'émotion, le lacrymal... Oui, alors qu'en fait, il faut peut-être parler moins, agir plus, penser comme Clémenceau. Vous savez, Clémenceau qui disait « Qu'est-ce que vous faites ? Je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre ». Bon, nous, on lutte contre le terrorisme, on lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas besoin de cet océan de commentaires qui sont à peu près toujours les mêmes, d'ailleurs, d'une fois sur l'autre. Et il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour se protéger mieux, pour se coordonner. C'est ça la question. Plus que l'océan de commentaires. Alors, je voudrais quand même simplement aborder une petite question marginale qui va vous paraître marginale par rapport à la question de fond et les questions de politique étrangère. C'est les critiques, celles de Sapin, ils sont naïfs, celles de Marceau, il parle des Belges, ils sont nuls, et celles d'Erdogan, le Turc, qui dit on a arrêté l'un d'entre eux à la frontière syrienne, on l'a exfiltré, on l'a renvoyé aux Pays-Bas, et les Belges ne l'ont pas arrêté alors qu'il était recherché par tout le monde. Sont-ils naïfs ou nuls, les Belges? Non, c'est pas le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que il peut y avoir des heures... la question. Oui, exprès, puisqu'il peut y avoir des heures et des heures de polémique sur le fait que les Belges ont été défaillants, puisque je viens de citer la base arrière, Molenbeek. Je réponds à votre question par avance, en quelque sorte. Une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment obtenir une meilleure coordination des polices? C'est compliqué pour les polices, parce que quand elles ont des données extrêmement sensibles, elles savent que si elles le passent même à un autre service de police dans le même pays, en fait, il y a un risque que ça fuite, que ce ne soit pas utilisé au bon moment, donc il ne faut pas les accuser sans arrêt. C'est très compliqué pour des services antiterroristes de mettre en commun trop tôt, de façon qui ne soit pas totalement sécurisée. Mais tout le monde dit... Il n'empêche qu'il faut avancer, qu'il faut obtenir que le Parlement européen arrête de s'opposer à l'utilisation des données sur les passagers aériens. Il y a plusieurs attentats qui peut-être auraient pu être... Ça a l'air d'exaspérer particulièrement François Hollande, Emmanuel Valls, justement une sorte de passivité européenne. Ils ont raison. Ils l'ont dit, pas simplement en général, parce que Marine Le Pen aussi... De certains groupes du Parlement européen, pas européenne en général. Bon, donc c'est évident à chaque fois qu'il faut renforcer la coordination, que les polices soient mieux coordonnées, qu'elles arrivent mieux à anticiper, qu'il n'y ait pas de base arrière qui soit tranquille dans son coin. Il faut après neutraliser. Il faut reprendre toute la liste des actions à mener de façon persévérante, peut-être moins bavarde, très concentrée, parce que ça va durer longtemps. Mais on le dit à chaque fois. Sans doute, vous avez eu des échanges de ce type après le 13 novembre, j'imagine. On le dit à chaque fois, et puis à chaque nouvel attentat, ce qui est malheureusement pas empêchable à 100%. En fait, on entend les mêmes trucs. Alors, donc, il faut persévérer, en n'oubliant pas que les terroristes ne gagneront pas. Par exemple, ils ne peuvent pas gagner. Les systèmes démocratiques gagneront. Il faut avoir ça en tête aussi. Et après, il faut s'accrocher. Il faut être tenace. Est-ce que « je suis Charlie » était une bonne formule? Elle limitait la mobilisation. Ce qui fait qu'il y a une partie du monde, le monde musulman a été révulsé par ça. Et une partie même des Français musulmans, même ceux qui haïssent le terrorisme, sont épouvantés par la violence, ont été un peu empêchés de se joindre au mouvement. Donc c'était pas un slogan totalement rassembleur, disons. Alors que je comprends qu'il a été conçu dans l'émotion, c'était beau en même temps. Mais en termes d'efficacité,
C'était pas le mieux. Mais enfin, c'est loin, ça. Question. Alors, on aborde la question, pardonnez-moi, fondamentale qui sort parfois des propos, par exemple, de Mathieu Guidère ou dernièrement, donc, de Michel Onfray dans Philosophie Magazine à propos de penser l'islam. Lui, au fond, sa démonstration est très simple. Depuis 91, Mitterrand, Sarkozy, Hollande, et il met un peu à part Chirac, période Villepin, ils ont fait la guerre au monde arabe. Il est tout à fait normal que la jeunesse arabe exaltée ou fanatisée nous fasse la guerre. C'est ça le raisonnement Onfray. Onfray dit beaucoup de choses avec son ton très agressif. Il dit souvent des choses extrêmement intéressantes. Mais sur ce là, point, on est sur le fond du problème. Est-ce que les bombes de Bruxelles, c'est la réponse aux bombes de Raqqa ? Je veux dire que ma réponse n'est pas une réponse systématique de critique de ce que dit Onfray. Dans certains cas, il est très intéressant et très juste. Là, je crois que c'est une erreur, ce type de pensée, parce que ça veut dire que même quand le Conseil de sécurité, unanimement, vous parliez de 91, la guerre au Koweït pour libérer le Koweït de l'armée irakienne, unanimement, même les Russes et les Chinois, même quand il y a une décision collective de la seule autorité qui exprime ce qu'on appelle pompeusement la communauté internationale. Ça veut dire que même dans ces cas-là, il ne faudrait pas y aller. Que la France de son point de vue, oui, parce que c'est un, alors donc, vous voyez ce que c'est un faisceau et un engrenage. Non, mais il n'y avait pas que la France, il y avait eu une vingtaine de pays, dont une quinzaine de pays arabes, dans cette opération en 91. Bon, ça voudrait dire que quand le Mali est sur le point de tomber, que tous les pays africains demandent une intervention, que le Conseil de sécurité, je répète, le demande, la France est le seul pays capable qui va dire « Ah non, j'y vais pas. J'y vais pas, pourquoi ? J'ai peur des représailles, je suis plus au niveau. » Lui, il a une interprétation encore, j'allais dire, plus extrémiste, c'est-à-dire qu'il considère que finalement, on a demandé aux Maliens qui nous appelaient au secours de bien vouloir intervenir, alors que, en gros, ce qu'il essaye d'exprimer, c'est qu'au fond, on a manipulé les Maliens parce qu'on voulait y aller. Vous voyez jusqu'où ça va ? Non, ça, c'est du complotisme au carré, ça. Bon, c'est pas sérieux comme présentation. Mais les bombes si la de France, qui était Molenbeek... le seul pays disponible, n'avait pas fait l'opération au Mali, il y aurait Daesh au Mali. La question se pose d'ailleurs en Libye, aujourd'hui. Il y a une base maintenant de Daesh à Sirte et puis autour de Sirte qui se développe avec quelques milliers de combattants Daesh. Et les Tunisiens, les Égyptiens, les Algériens qui veulent pas intervenir mais qui trouvent comme c'est préoccupant, les pays africains au sud, les Italiens et les Français considèrent que c'est de plus en plus dangereux et que d'une façon ou d'une autre il faut faire quelque chose à condition qu'il y ait une autorité libyenne quelque part qui le demande naturellement. Donc je pense pas qu'on puisse aller jusqu'au bout de la critique, disons, archéo-tiers-mondiste, on va dire, qui consisterait à penser que chaque fois qu'un pays occidental, et notamment européen, et notamment la France, fait quelque chose dans les anciens pays du Sud, c'est mal, il faut pas. Bon, non, mais ça veut dire donc qu'on n'a plus de rôle à jouer, qu'on n'est plus capable de se défendre. Il est hors de question aujourd'hui d'arrêter ces bombardements. Oui, mais alors, où va cette critique que vous citez longuement ? Elle va dans... c'est la critique d'un homme seul qui dit « je pense l'islam, je ne suis pas l'homme de l'action ». Elle va dans une impasse, et en plus, il y a énormément de musulmans qui seraient complètement désespérés que la France, en plus, ne soit pas capable d'assumer courageusement sa part de responsabilité. Que ce soit pas la seule réponse. Il n'y a pas que militaire. Il y a les politiques, il y a diplomatiques, il y a religieux, théologiques. La contre-offensive que les musulmans sunnites doivent organiser pour complètement éradiquer l'interprétation salafiste djihadiste. Donc il faut avoir l'ensemble en vue. Mais on ne peut pas se focaliser sur quelques rares interventions de la France, surtout quand elles sont cautionnées par le Conseil de sécurité. Est-ce qu'on peut faire autrement pour affronter ces situations que finalement s'unir nationalement sur le plan politique ? Parce qu'on a l'impression que après chaque attentat, Union nationale, et puis 15 jours après, l'Union nationale vole en éclats. On est au lendemain d'un drame. Il y a une atmosphère d'Union nationale, discours par exemple de NKM. Il y a émotion nationale et confusionnisme. Mais est-ce qu'il faut l'Union nationale ? Ça serait mieux. Ça serait mieux, mais si elle n'est pas là, ça ne veut pas dire que les gouvernements doivent baisser les bras en disant puisqu'il n'y a pas l'Union nationale, je ne fais pas mon job. Donc il faut qu'ils le fassent. Il devrait y avoir, on peut rêver, comme en matière de réforme, on peut rêver qu'il y a un accord au-dessus des partis à un moment donné sur l'essentiel, qui est la préservation de la sécurité des Français, des Européens et des autres. N'oublions pas d'ailleurs, il faut le dire à chaque fois, que les premières victimes, et de loin, du terrorisme islamiste, ce sont des musulmans. Parce que ce qu'ils font au Moyen-Orient, ailleurs, en Asie, en Afrique, c'est encore pire. Il ne faut pas oublier ça. Merci Hubert Védrine. Le temps nous est compté comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. On aurait pu parler évidemment de la candidature de Trump et de la loi El Khomri. Nous ferons ça la prochaine fois. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je peux le dire. Comment ? J'ai le temps de dire qu'il faut absolument une loi pour faire sauter les freins à l'embauche. Nous nous retrouverons donc une prochaine fois. Merci.